Bonjour à tous, bienvenue dans cette 5e vidéo consacrée au cours de l'endocrinologie. Dans la 4e vidéo, nous avons parlé des hormones du cortex surrénal. Dans cette vidéo, on va parler des hormones libérées par la médulo-surrénale. Nous avons dit que la glande surrénale, elle est constituée du cortex et de la médulo-surrénale. La médulo-surrénale, c'est la partie centrale qui sécrète les catécholamines, noradrénaline et adrénaline. Donc la proportion de ces deux hormones varie selon les espèces. Donc 80% de l'adrénaline est sécrétée par la médulo-surrénale et 20% de la noradrénaline chez l'homme. Donc, quand vous voyez l'adrénaline et la noradrénaline, là, ils sont libérés par les neurones et par les cellules chromaffines de la médulo-surrénale. Donc, en réponse à une stimulation directe par le système nerveux sympathique. Donc, stimulation par le système nerveux sympathique, il va stimuler ces cellules chromaffines et il va libérer l'adrénaline et la noradrénaline. Donc, cette médulo-surrénale, elle est la glande du stress. Elle fabrique l'adrénaline en permanence et ne la libère qu'en cas de stress. Nous allons voir ça, c'est-à-dire en cas d'agression de l'organisme. C'est-à-dire lorsqu'on a peur ou bien émotion lors d'un deuil ou traumatisme violent, hémorragie, etc. Donc, en cas d'agression, la médulo-surrénale, elle va libérer l'adrénaline. Alors, le stress, donc dans le cas du stress, il va y avoir augmentation de la CTH et augmentation du cortisol. Et comme on vient de voir, il y a également augmentation ou bien libération de l'adrénaline. Alors là, cette diapositive, elle montre bien les trois étapes. Donc là, on voit des deux. La diapositive suivante, elle va nous montrer la troisième étape du stress. Alors, quels sont les agents de stress? Comme vous nous avons dit maintenant, la peur, émotion, hémorragie, etc. Donc, l'hypothalamus, il va sentir, il va recevoir l'information et il va stimuler le système sympathique qui va stimuler la médulo-surrénale qui va libérer, synthétiser l'adrénaline et la noradrénaline. Donc là, c'est une phase d'alarme. Donc la première chose, c'est la phase d'alarme qui va donner une réponse rapide et de courte durée. Donc cette adrénaline et noradrénaline, elle agit sur le cœur, sur les vaisseaux sanguins et sur le métabolisme glucidique. Sur le cœur, il va y avoir une augmentation du débit cardiaque. Donc l'adrénaline, elle provoque une tachycardie. C'est normal, lorsqu'on a peur la première fois, bien sûr, notre cœur, il va battre. C'est une tachycardie. Au niveau des vaisseaux, il va y avoir une vasoconstriction cutanée et rénale et une vasodilatation musculaire et cérébrale. Donc vasoconstriction, c'est-à-dire serrée, donc la peau, elle devient très rétrécie, et vasodilatation, dilatation du muscle et du cerveau, ce qui va provoquer une course prolongée, c'est-à-dire une lutte. On va lutter contre ce phénomène-là, une lutte très intense. Au niveau du métabolisme glucidique, il va y avoir stimulation de la glycogénolyse, c'est-à-dire le glycogène, il va être lysé pour donner du glucose, ce qui va provoquer une élévation de la glycémie. Donc ça, c'est la phase d'alarme, c'est-à-dire la première phase du stress. Donc si cette phase-là n'est pas contrôlée, l'individu, il passe à une phase de résistance, qui est une réponse. Comment il agit l'organisme? L'organisme, il va libérer, donc il va y avoir stimulation de l'antéhypophyse, qui va libérer la CTH. La CTH qui va stimuler le cortex surrénalien, il va y avoir libération du cortisol. Donc, dans ce cas-là, dans la phase de résistance, le cortisol, il va essayer de régler cette petite anomalie.
Comment? En mobilisant des lipides, en stimulant le transport des acides aminés dans les cellules hépatiques, c'est-à-dire il va y avoir une gluconéogénèse, c'est-à-dire une élévation de la glycémie. Il va y avoir action anti-inflammatoire et une inhibition des réponses allergiques. Donc ce sont les effets du cortisol. Alors si l'individu n'arrive pas à adapter la situation, bien sûr, il va passer dans une autre phase qui est la phase d'épuisement, c'est-à-dire qui peut provoquer des troubles qui peuvent être graves. Donc la phase d'épuisement de stress, c'est la phase de résistance prolongée. À ce moment-là, bien sûr, comme on vient de dire, le corps il est débordé par le stress, c'est-à-dire il ne peut pas réguler son fonctionnement, c'est le stress chronique. Donc il va y avoir une augmentation anormale, excessive du cortisol et de la cortisone. Donc ce qui va épuiser les ressources énergétiques, donc l'individu devient très très faible, il va y avoir accumulation des toxines. Donc ces toxines, ce sont des produits toxiques qui vont provoquer des maladies cardiovasculaires, des pathologies digestives. Bien sûr, l'individu il aura des nausées, des vomissements, donc des troubles de sommeil, de l'humeur, dépression, des troubles musculo-squelettiques. Donc ce sont des troubles qui peuvent gêner l'individu. Alors maintenant, on va voir quelles sont les hormones de la post-hypophyse. Nous avons dit que la post-hypophyse, elle libère, elle ne synthétise pas, mais elle libère deux hormones qui sont l'ADH et l'ocytocine. La vasopressine, ou bien l'hormone antidiurétique, c'est une hormone qui est synthétisée par les noyaux supraoptiques et paraventriculaires de l'hypothalamus et libérée par l'hypophyse postérieure. Donc elle est désignée par AVP ou pour l'arginine vasopressine ou bien LVP pour lysine vasopressine. Mais en général, on dit vasopressine ou bien hormone antidiurétique. Donc voilà la séquence. Donc il y a une différence uniquement d'un seul acide aminé, arginine et lysine. Donc elle comprend 9 acides aminés. Voilà les noms de ces acides aminés et les 2 cystéines là qui forment un pont disulfure, comme on va le voir dans ce schéma-là. Voilà, donc la vasopressine et les 2 cystéines qui sont liées par un pont disulfure. L'ADH, donc c'est-à-dire la vasopressine, elle est libérée selon les besoins en réponse à l'hyperosmolarité ou à l'hypovolémie. Sa demi-vie est très courte. Donc cette hormone-là a 2 types de récepteurs. Il y a les récepteurs V1 qui sont présents au niveau vasculaire et plaquettaire et confèrent à l'ADH un effet vasoconstricteur et hémostatique. Hémostatique, c'est-à-dire vasoconstricteur, ça veut dire il resserre les parois des vaisseaux. Hémostatique, c'est-à-dire si on a une hémorragie par exemple, par ce phénomène de rétrécissement des parois des vaisseaux, il va arrêter l'hémorragie. Et ça, c'est sans lien avec le bilan hydrique. Et les récepteurs V2 qui sont situés dans la membrane basolatérale des cellules du canal collecteur rénal, c'est-à-dire V1 dans les vaisseaux, V2 dans le rein, et sont impliqués dans la fonction de la réabsorption d'eau par l'ADH. Donc, ces récepteurs-là, ils interviennent dans les phénomènes hémostatiques, c'est-à-dire ils n'ont pas de relation avec le bilan hydrique, mais les vaisseaux les récepteurs qui sont au niveau du rein, ils interviennent dans la réabsorption d'eau, c'est-à-dire lorsque l'organisme est déshydraté, on aura une diminution de l'ADH. Lorsqu'on a une augmentation de la volémie, bien sûr, il y a une diminution de l'ADH. Quelle est l'action de cette vasopressine? Donc, elle a un effet, comme son nom l'indique, antidiurétique. Elle diminue le volume des urines. Elle permet la réabsorption d'eau dans l'organisme
au niveau du tube collecteur du rein. Donc, elle intervient dans le métabolisme hydrominéral. Et les vasoconstricteurs, c'est ce qu'on a dit maintenant, à dose élevée, donc entraîne une vasoconstriction. Donc, s'il y a une vasoconstriction, bien sûr, elle peut augmenter la pression artérielle. Et elle maintient la volémie. L'ADH, donc, contrôle, donc en résumé, c'est elle qui contrôle l'équilibre hydrique et électrolyte, c'est-à-dire les ions qui se trouvent au niveau du sang. Si on a une déficience, une diminution de l'ADH, ça provoque un diabète insipide. Alors, il faut faire attention, il ne faut pas le confondre avec le diabète sucré. Le diabète insipide, c'est une polyurie. L'individu, il urine beaucoup et il a une polydipsie, c'est-à-dire il boit beaucoup, une soif intense. Mais il ne possède pas de sucre dans les urines. Par contre, le diabète sucré, on trouve du sucre dans les urines. Alors, il y a deux types de ce diabète insipide. Il y a le diabète insipide central, qui est provoqué par une anomalie au niveau de l'axe hypothalamo-hypophysaire, c'est-à-dire c'est à ce niveau-là qu'on n'a pas de sécrétion de cette vasopressine, ou bien diabète insipide néphrogénique, c'est-à-dire il y a sécrétion de la vasopressine, mais elle est liée à une résistance du rein à la vasopressine, c'est-à-dire le rein, il n'accepte, il ne reconnaît plus cette vasopressine. Donc, la régulation de la sécrétion. L'ADH assure bien sûr l'homéostasie de l'organisme pour deux constantes fondamentales, c'est-à-dire l'osmolarité et du milieu intérieur et la volémie. Alors, qu'est-ce que l'osmolarité? L'osmolarité, c'est la somme des concentrations molaires de tous les solutés, c'est-à-dire sodium, potassium, chlore, etc. Elle est il faut faire la différence entre osmolarité, qui est la somme des, comme je viens de dire, des concentrations molaires de tous les solutés, et l'osmolalité, qui est la concentration des substances osmotiques dans 1 kg d'eau. Mais nous, là, on parle de l'osmolarité, c'est-à-dire tout ce qui est, tous les solutés qui se trouvent au niveau du sang. Et la volémie, avec priorité de la volémie. Donc, voilà, une façon très résumée, si on a une osmolarité élevée, ça veut dire il y a stimulation de l'ADH. Donc l'ADH, elle est stimulée lorsque l'osmolarité est élevée, ce qui fait ouvrir les aquaporines. Alors les aquaporines, ce sont des protéines, des pores, qui sont des protéines qui se trouvent au niveau des membranes et ils se trouvent au niveau du rein. Il y a par la sécrétion de cet ADH, il y a ouverture de ces aquaporines et il y a réabsorption de l'eau, c'est-à-dire diminution du volume d'urine. Et on aura une urine très concentrée. Elle est faible, mais très concentrée, parce qu'on a une osmolarité très élevée. Au contraire, si on a une osmolarité faible, ça va inhiber la sécrétion de l'ADH. Donc, il y aura fermeture des aquaporines, donc émission de l'eau. C'est-à-dire, on aura beaucoup d'urine, mais cette urine, elle est diluée, c'est-à-dire, elle ne contient pas beaucoup de solutés. Mais ici, pour garder une osmolarité normale, on doit faire sortir les solutés. Donc, on aura une urine concentrée, mais on a une réabsorption d'eau. Ici, on a une émission d'eau, c'est-à-dire l'urine a une grande, il est très éliminé, mais il est dilué, c'est-à-dire il ne contient pas beaucoup de solutés. Donc voilà la régulation hydrique selon l'osmolarité. Alors la sécrétion d'ADH est mise en jeu par deux types de récepteurs. Alors je dis bien la sécrétion, c'est-à-dire la sécrétion, c'est pas la libération. Donc elle dépend des deux types des osmorécepteurs hypothalamiques qui sont très sensibles et d'action rapide. Une augmentation de l'osmolarité de 2% entraîne la libération d'ADH, c'est-à-dire elle est synthétisée lorsque l'osmolarité elle est supérieure à 2%, ce qui permet de maintenir l'osmolarité vers 300 milliosmoles par litre. Et le deuxième type, ce sont des barorécepteurs
il existe deux types. Il y a des barorécepteurs à basse pression, sensibles aux variations de la volémie, on les appelle les volorécepteurs, situés dans l'oreillette gauche. Alors, une diminution de la volémie va augmenter, va stimuler, donc on aura une augmentation de l'ADH, stimuler la sécrétion d'ADH. Une diminution, je dis bien une diminution de la volémie va augmenter la sécrétion d'ADH. Au contraire, une augmentation de la volémie va diminuer l'ADH. Donc, il y a deux types de des barorécepteurs à haute pression. Ils sont sensibles à la variation de la pression artérielle, c'est-à-dire ils sont stimulés lorsqu'on a une variation de pression artérielle. Et ces barorécepteurs, ils se trouvent dans la crosse de l'aorte et dans la bifurcation carotidienne. Alors, une petite remarque, la volémie est étroitement liée à la pression artérielle, c'est-à-dire lorsqu'on a une augmentation de la volémie, on a une augmentation de la pression artérielle et on a une diminution de l'ADH. Donc la volémie et pression osmotique agissent de façon couplée sur la sécrétion d'ADH, c'est-à-dire que l'ADH dépend de la volémie et de la pression osmotique. L'ocytocine, donc le deuxième type d'hormone, c'est l'ocytocine. C'est un non-apeptide, c'est-à-dire constitué par 9 acides aminés, et ne diffère de l'ADH que par l'échange de 2 acides aminés, c'est-à-dire le 3e, l'isoleucine, et le 8e, leucine. Elle est sécrétée par les noyaux paraventriculaires, mais on la trouve également dans les noyaux supraoptiques. Donc sa demi-vie, elle est de 3 minutes environ. Donc l'ocytocine a une double action. Donc ce schéma montre bien qu'elle intervient dans la motilité utérine, c'est-à-dire lors de l'accouchement, l'ocytocine, elle va permettre la contraction du myomètre, le muscle de l'utérus, pour favoriser l'accouchement. Et elle intervient également dans l'éjection du lait, dans la libération du lait lors de la lactation. Alors, comment est régulée cette ocytocine? Donc, nous avons dit qu'elle intervient dans l'accouchement et dans l'éjection du lait. Pendant l'accouchement, suite à la stimulation des mécanorécepteurs par le fœtus qui pousse sur le col de l'utérus, bien sûr, il va y avoir implication du système nerveux central. L'information va arriver à l'hypothalamus qui va synthétiser l'ocytocine et la post-hypophyse va libérer l'ocytocine. Cette ocytocine, elle va permettre la contraction des cellules musculaires lisses de l'utérus et il va y avoir expulsion du fœtus. Par contre, au niveau de l'éjection du lait, c'est la succion du mamelon. C'est-à-dire, c'est le bébé qui va sucer le mamelon de sa maman et qui va déclencher une voie nerveuse sensitive et il va y avoir synthèse de l'ocytocine et libération de l'ocytocine par la post-hypophyse, ce qui va permettre la contraction des cellules myoépithéliales des canaux lactifères de la glande mammaire et il va y avoir sortie du lait, éjection du lait. Tant que le bébé suce le mamelon, il y aura du lait. Donc l'arrêt de l'éjection du lait, elle va s'arrêter par la succion du mamelon. Donc on va s'arrêter là pour cette vidéo et on continuera dans d'autres vidéos, Inch'Allah.